Et tout de suite, on passe au débat de ce soir. Y aura-t-il bientôt un revenu de base universel en France? C'est une des propositions du Conseil national du numérique. Un rapport a été remis hier à la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Tout le monde pourrait recevoir ce revenu de base universel assuré par l'État pour tous les Français, qu'ils aient ou non un emploi. 60% d'entre eux seraient favorables à ce revenu universel. Mais cette mesure est loin de faire l'unanimité chez les économistes. Va-t-on vers un changement de société? On en parle ce soir avec nos invités. Jean-Éric Yaffil, bonsoir, vous êtes membre du mouvement français pour un revenu de base. Oui. Bonsoir. Christian Saint-Etienne, bonsoir. Vous êtes économiste. Enfin, Patrick Lévy-Vetz, bonsoir. Vous êtes président de l'Institut du temps géré et spécialiste des nouvelles formes d'emploi. Alors, messieurs, on connaît le RMI, le RSA. Aujourd'hui, on parle de revenu de base universel. C'est une suite logique à tout cela, Christian Saint-Etienne? Il y a effectivement une certaine continuité apparente, mais on change de nature. Il y a effectivement un grand débat depuis le XVIIIe siècle sur la nécessité d'assurer un revenu minimum à l'ensemble de la population. Mais il se trouve que maintenant on est dans un monde totalement ouvert avec des mouvements migratoires considérables. Le nombre de migrants dans le monde a dû dépasser, d'après les derniers rapports des Nations Unies, plus de 200 millions de personnes. Donc on est dans une situation où il y a deux éléments clés à distinguer dans l'approche du revenu minimum. D'un côté, le revenu minimum pour les personnes qui sont résidentes pendant une très longue durée sur un territoire et qui, parce que par exemple, comme actuellement dans le cadre de la troisième révolution industrielle, il y a une mutation du système économique qui fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui peuvent se retrouver en difficulté d'emploi. Donc on peut imaginer qu'il y ait une aide, mais peut-être dans le contexte et dans la philosophie du système américain de l'EITC, qui est un système de complément de revenus pour ceux qui travaillent ou qui ont des revenus insuffisants de travail, et d'autre part se méfier d'une allocation inconditionnelle à toutes les personnes de la population, parce que je crains qu'à ce moment-là, ça entraîne des perturbations considérables, notamment dans le financement de l'État-providence. Patrick Lévy-Vetz, alors cette idée, Christian Saint-Etienne vient de le dire, elle vient de loin. Pourquoi elle arrive aujourd'hui en France ? Elle arrive aujourd'hui, Christian Saint-Etienne vient de le dire, parce que nous sommes dans une mutation d'une profondeur inédite. Ce n'est pas un hasard en fait. Non, ce n'est pas un hasard, mais on oublie simplement qu'on a vécu 60 ans, en gros depuis la Seconde Guerre mondiale, une période où nous avions fait unicité du travail dans une unicité de lieu, en gros dans une entreprise fermée, que nous étions, ou dans évidemment une industrie, dans une usine, etc., à une économie ouverte, où on travaille dans des lieux différents, avec une économie qui n'est pas une économie industrielle, une économie que le ministre de l'économie appelle l'économie de plateforme. Et donc, évidemment, cette mutation est sans précédent, sans compter un point très important, c'est que l'écart de richesse s'est considérablement accru ces dernières années dans le monde entier, dans les pays riches, et que par ailleurs, les territoires, les problématiques territoriales sont énormes, puisque vous ne vivez absolument plus de la même manière à Paris, à Lyon ou à Toulouse que vous ne vivez dans les campagnes, que vous viviez dans les périurbains, et que ces questions-là sont au cœur des questions qui sont posées par la question elle-même. Jean-Éric Yaffil, c'est un moyen donc de lutter contre cette ubérisation de la société, c'est un terme à la mode en ce moment, contre la flexibilité de certains emplois. Je pense qu'il faut d'abord contextualiser. Ce qui se passe actuellement, c'est une numérisation et une automatisation puissante d'un nombre considérable d'emplois. Alors, je suis pas en train de dire qu'il y aura plus d'emplois et que c'est pas ce que je suis en train de dire. On peut toujours créer des emplois, ça c'est toujours possible. La question c'est quels emplois? Est-ce que ça risque pas d'être des emplois à la con, comme les appelle David Graeber, c'est un anthropologue britannique. C'est des emplois qui n'ont plus aucun sens, qui créent quelque chose qui n'est pas si utile que ça et dans lequel les travailleurs se sentent malheureux. L'idée du revenu de base, c'est non pas un revenu parce qu'on n'a pas d'emploi, c'est un revenu pour pouvoir choisir son travail et pouvoir refuser un emploi qu'on trouve inutile ou dans lequel on n'est pas respecté. Donc c'est vraiment ça l'idée, pouvoir choisir son travail et non pas parce qu'on est pauvre. Christian Saint-Etienne. Oui, mais là, après, on voit bien qu'on est dans l'appréciation individuelle qui peut
avoir non pas 50 dégradés de gris, mais 5 millions de dégradés de gris, c'est-à-dire que ce qui est inacceptable pour l'un est acceptable pour l'autre, et à partir du moment où tout dépend évidemment du niveau auquel on fixe ce revenu minimum. C'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, je crois vraiment au complément de revenus qui fasse que tout travailleur on pourrait dire par exemple, tout travailleur qui travaille au moins 15 heures par semaine, doit avoir un niveau de vie qui lui permette de faire face à ses charges de famille. Ça, c'est une chose, parce qu'il y a un engagement au moins, par exemple, 12 ou 15 heures par semaine. Mais de dire toute personne résidente sur un territoire va recevoir un revenu qui lui permettra d'apprécier si il est en mesure ou non de prendre un job, je pense que ça peut créer une désorganisation totale de la société. Alors on le sait, Napoléon ou même encore Martin Luther King en parlait, c'est des personnes qui n'avaient pas vraiment les mêmes idées, c'est une idée qui est transpartisane. Aujourd'hui les écologistes en parlent, ou encore Dominique de Villepin. Alors comment expliquer cette transpartisanité, je ne sais pas comment dire, de ce revenu de base ? Je crois que c'est un effet très simple. D'abord, ça n'est pas que de mode, c'est surtout la volonté qu'ont les politiques, et pour le coup, on ne peut pas leur reprocher, de chercher une solution à une réalité, une problématique réelle. Maintenant, la question qui est posée par ce revenu universel, pour moi en tout cas, et pour la fondation ITG que je préside, elle est posée très simplement de la façon suivante. De deux choses l'une. Ou bien la société prend acte, et donc en effet, les gouvernants et les politiques prennent acte que nous sommes dans une société qui a profondément changé et que donc nos systèmes doivent profondément changer et permettre en effet que les 300 000 personnes qui ne trouvent pas de job, qui ont une compétence et qui ne trouvent pas de job, ou que les métiers qui naissent, qui ne trouvent pas les bonnes personnes, se mettent en place et qu'on ait des systèmes de dynamique positive qui permettent en effet que là où il n'y a plus de plombiers, on ait suffisamment de plombiers. Et donc que la formation ait été adaptée aux besoins et au territoire. Et si cette dynamique existait, alors la question qu'évoque Christian de Saint-Étienne ne serait pas posée, à savoir celle où la personne est face à elle-même et où s'il est compliqué, voire impossible d'être formé, voire que le cadre n'est pas posé, c'est-à-dire ce cadre de dynamique collective pour répondre aux besoins de la société, s'il n'est pas posé, alors en effet, vous aurez ce qu'appelle Christian de Saint-Étienne, c'est-à-dire le fait qu'une désorganisation totale. Et donc, il me semble que la question est d'abord culturelle, et qu'il faut traiter préalablement cette transformation des pouvoirs publics, de l'organisation de l'État, et notamment du système de formation professionnelle, y compris sur les questions d'apprentissage qui sont colossaux dans notre pays. Et dans un deuxième temps, cette question aura sa légitimité, parce que le pays sera en mesure d'être en dynamique positive, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Concrètement, qui peut recevoir ce revenu aujourd'hui? On parle de 800 €. Alors, au sujet du montant, moi je fais partie du mouvement français pour un revenu de base, sur lequel on ne se prononce pas sur le montant. Il y a des gens qui défendent un montant de 500 € qui remplacerait uniquement le RSA, d'autres qui proposent un montant de 700 qui remplacerait le RSA et aussi les aides pour le logement, et d'autres qui sont autour de 1 000 € qui remplaceraient aussi le chômage. Donc, sur le montant, on a un groupe transpartisan. Et cette somme, elle sort d'où en fait? Alors, il y a évidemment différentes approches de financement. Moi, je vais présenter la mienne ici. Il y a aussi des approches de financement qui visent à mettre à bas le système de protection sociale, et c'est surtout pas celle qu'on veut défendre au mouvement français pour un revenu de base. Au contraire, nous, on veut renforcer le système de protection sociale. Alors, l'idée, c'est d'y aller par étapes, de façon très pragmatique. Partons du RSA. Commençons par le rendre automatique. On sait qu'aujourd'hui, il y a 2 tiers des personnes qui ont droit à RSA activité, qui ont un petit emploi, et qui ont droit à cette activité, qui ne le demandent pas, parce que c'est trop stigmatisant, parce qu'ils ne savent pas qu'ils y ont droit, etc. Là, si on automatise le RSA, ce qui est très facilement faisable, et en plus, actuellement, le Premier ministre travaille sur cette question, on permet tout d'un coup de toucher tout le monde. Ensuite, on l'individualise. Et la dernière étape, c'est d'universaliser ce RSA. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est possible de le faire sans changer la redistribution actuelle. Autrement dit, tout le monde va recevoir son revenu de base, et de l'autre côté, tout le monde paiera un peu plus d'impôts. Alors après, il faut diversifier les sources de financement. Alors, universalité, justement, Christian Saint-Étienne, un revenu pour tous, c'est bien cela, riche, moins riche. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'universalité? Ça dépend comment on définit l'allocation, mais je pense que tout à l'heure, Patrick Lévy-Weiss a donné un élément clé de réponse qui, pour moi, représente 90% de la problématique. Tout dépend du contexte. Si vous êtes dans une société dans laquelle on a introduit de la flexibilité sur le marché du travail, dans laquelle, selon le système danois ou suédois,
Dès que vous êtes On va au en venir. chômage, vous avez droit à une formation immédiate et vous ne passez pas de temps au On va chômage. venir aux Europes, Dans un aux contexte de exemples ce européens. type, pourquoi pas aller vers un revenu minimum? Parce qu'au fond, tout le monde, on est dans ce qu'on appelle une activation du système de protection sociale. Donc dans un système de protection sociale activé, au fond, c'est un complément intelligent dans le fonctionnement du système. Maintenant, dans le système actuel, aujourd'hui, dans lequel nous sommes dans une protection sociale d'inactivité, c'est-à-dire qui, d'une certaine façon, pousse à l'inactivité, si vous introduisez par-dessus un revenu minimum, vous faites exploser le système. Donc, tout est question de contexte. Patrick Lévivette. Statut de l'actif, revenu minimum d'insertion, revenu universel, compte personnel d'activité. Et on voit bien, vous le disiez tout à l'heure, que les questions ne sont pas partisanes. Elles sont transpartisanes. Et donc la question qui est posée aujourd'hui au pays, elle n'est pas de se poser la question de l'outil pour l'instant. Elle est de se poser la question des principes d'un nouveau pacte social français. Donc c'est un changement de société? C'est un changement de... Mais nous sommes entrés dans le changement de société. Les votes que vous qui êtes journaliste aguerri, les votes que nous avons connus, qui sont des votes pour un certain nombre extrêmes et qui sont dans des zones où il y a une misère sociale, avant tout autre sujet, pose la question de cette société qui a changé. Or, tous nos systèmes ne correspondent plus à la société que nous vivons. Et donc la question, moi je le redis, évidemment que c'est une belle, pour reprendre le lancement du débat, une belle utopie, puisque c'était comme ça que vous aviez introduit le débat sur l'écran. Mais évidemment que c'est une utopie utile, à une condition. C'est que les personnes et que chacun ait le sentiment d'être utile dans une société. Parce que cette notion d'utilité individuelle, d'abord, d'utilité personnelle, je suis utile pour faire quelque chose. Si je me retrouve avec mon revenu et que par ailleurs je ne sais pas quoi en faire, eh bien au bout d'un certain moment, je perds pied et je me retrouve dans une situation d'inutilité. La question de l'individu, de l'être humain, c'est qu'il a besoin de se sentir utile. Et donc si le système ne pousse pas cette utilité-là, le revenu ne réglera pas la question sociale, puisque la règle sociale est d'abord une question individuelle d'utilité sociale. Alors, on en parlait un tout petit peu il y a quelques instants. Cette idée fait son chemin en Europe, chez nos voisins. Le concept varie d'un pays à l'autre. Je vous propose de regarder ce tour d'horizon avec Jérôme Rabier. C'était une promesse électorale et le Premier ministre finlandais compte bien la tenir. La Finlande devrait être à la fin de l'année le premier pays à distribuer un revenu universel à tous ses citoyens. Concrètement, chacun des 5 millions de Finlandais percevra 800 € par mois, et ce quels que soient ses revenus. En échange, plus aucune prestation sociale ne sera versée. Une expérimentation auprès de plusieurs centaines de personnes a démarré et sera analysée par un comité d'experts pour évaluer les réformes annexes à mettre en place pour l'accompagner. L'idée de ce revenu universel progresse également aux Pays-Bas, où une vingtaine de villes l'essayent depuis le 1er janvier. À Utrecht, c'est 900 € par mois ou 1300 € pour un couple avec enfants. Le dispositif ne vise que les bénéficiaires des aides sociales et la municipalité parie sur le fait que cette sécurité financière les incitera à trouver du travail. En Suisse, un référendum d'initiative populaire aura lieu auprès de la population cette année, après que la proposition ait recueilli 125 000 signatures. En Espagne, le parti qui monte, Podemos, l'a également inscrit dans son programme électoral. Et en France, en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, le PS a accepté d'intégrer la proposition d'expérimentation du revenu de base dans le programme commun signé avec EELV entre les deux tours des dernières élections régionales. Alors, on l'a vu, la Finlande pourrait accorder 800 €, mais en contrepartie, suppression des allocations sociales. Peut-on imaginer accorder ce revenu universel sans contrepartie, Christian Saint-Etienne ? Mais si vous voulez, c'est une question qui est étudiée depuis une trentaine d'années. Chaque fois qu'on veut adapter en France les innovations sociales qui sont mises en œuvre en Scandinavie, on se heurte à un problème fondamental. En Scandinavie, vous avez une organisation sociale qui est basée sur la confiance réciproque et sur l'intériorisation de l'intérêt collectif. En France, ça a été largement documenté par beaucoup d'ouvrages et de recherches, on est dans une société de la défiance. Donc dans une société qui, par ailleurs, ne conduit pas les individus à intégrer les contraintes collectives. Donc vouloir appliquer les réformes suédoises au système français, ou les réformes finlandaises, ou les réformes des Pays-Bas, ça peut conduire à des systèmes qui déresponsabilisent et qui conduisent à une implosion du système social.
la raison pour laquelle vous avez des allocations séparées, on vous donne une allocation au logement, c'est parce qu'on vérifie par ailleurs l'utilisation de l'allocation. On vous donne une allocation chômage, c'est conditionné à une vérification de votre recherche d'emploi. Donc, ça traduit bien le fait qu'il n'y a pas de confiance réciproque entre les individus et la société. Alors, donc là, vous avez deux conditions majeures de mise en place du système en une seconde. Il y a tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur la réforme du système du marché du travail et de l'intégration dans la transformation économique qui est en cours. Et d'autre part, il y a ce problème absolument fondamental du fait que malheureusement, pour des raisons historiques qu'on ne va pas développer ici, nous sommes pas une société de confiance, mais une société de défiance. Alors, on va parler un peu financement. Comment financer ce revenu de base, Jean-Éric Yaffil, dans le rapport remis au gouvernement, plusieurs pistes sont évoquées. Alors, augmentation de la fiscalité, suppression de tout un ensemble d'allocations, on l'a vu, ou encore taxation du chiffre d'affaires des entreprises. C'est réaliste tout ça? Ah, bien sûr, toutes les pistes de financement sont réalistes, d'autant plus qu'on se rend compte déjà que beaucoup de multinationales ne payent pas d'impôts ou très peu. Donc déjà, il faudra faire en sorte de beaucoup mieux lutter contre l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale des multinationales. Il y a aussi tout ce qui est taxe Tobin qu'on peut mettre en place. Évidemment, il y a les taxes écologiques, notamment la taxe carbone qu'il faut développer. Les taxes sur patrimoine, comme le rappelle Thomas Piketty, qu'on peut développer parce que là, il y a des gens qui bénéficient de rentes incroyables du fait de leur patrimoine. Et puis, on peut aussi financer une partie par création monétaire. Patrick Lévy-Fitbetz, vous avez peut-être quelque chose à dire sur le financement? Sur le financement, moi je me méfie toujours d'un rajout parce que en général on n'enlève pas grand-chose. Les pistes du gouvernement vous conviennent pas? Non, je crois d'abord ce ne sont pas les pistes du gouvernement, ce sont des pistes proposées par le CNU et pas par le gouvernement. Donc il y a une étude. Dans le rapport remis au gouvernement. Et deuxième élément, moi je crois à la politique des petits pas et ceux qui permettent d'abord de changer l'orientation du modèle. C'est pour ça que nous, on pense que le statut de l'actif est de faire en sorte qu'une personne, avant tout, puisse passer d'un statut à un autre, puisse changer de job, puisse aller en multi-activité, ce qui est en développement considérable. D'avoir plusieurs activités de façon facile est déjà une première étape. Et j'ajoute que la question du revenu universel peut se poser aujourd'hui, de mon point de vue, à un endroit et donc de façon très cadré sans changement de système, c'est-à-dire sur les jeunes qui sortent sans formation. Mais à ce titre, je voudrais juste dire qu'il y a un projet de loi qui est passé assez inaperçu. C'est celui porté par Laurent Grand-Guillaume et qui est en fait la proposition de loi ATD Quart Monde, qui permet plutôt que de verser un chômage, un revenu d'activité, de transformer les allocations en revenu d'activité. Et il me semble que là, on tient des pistes de mouvement de la société plus puissants parce que précisément, on permet de dire à une personne qui ne fait rien qu'on va lui donner un salaire pour la réintégrer dans le système social français. On sait que notre problème, il est sur 2 millions de personnes d'abord qui sont loin de l'emploi et qu'on n'arrive plus à réintégrer dans l'emploi. Et donc moi, je crois plutôt à cette logique-là. Je crois d'abord que cette mobilisation de financement sera plus simple que de remettre à plat un système qui est d'une complexité extrême. Une question pour Christian Saint-Etienne. Est-ce que ce revenu universel ne risquerait pas d'inciter les entreprises à baisser les salaires? En quelques mots. C'est un risque réel. Ceci étant, on voit bien qu'il y a une orientation philosophique qui est très différente. Le revenu minimum inconditionnel, puisque de facto c'est le revenu minimum inconditionnel, il peut conduire à accentuer les cassures dans la société, alors que l'enjeu majeur dans la transformation de l'économie et de la société actuelle, c'est plutôt de remettre tout le monde et de redonner la capacité d'être un acteur de la transformation de soi-même et de son environnement. Et donc, si ce revenu est accompagné de formation et d'incitation au retour au monde du travail, oui. Mais si c'est un revenu qui favorise la passivité, non. Merci à tous les trois, c'est déjà fini. Merci à tous les trois d'avoir participé à notre débat. C'est la fin de votre émission. N'oubliez pas, demain matin, Territoire d'Info, invité Thierry Solaire, député Les Républicains des Hauts-de-Seine. On se retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Très bonne soirée sur Public Sénat.